Deuxième vidéo dans cette introduction à la géopolitique. Pour aborder cette vidéo, il va être indispensable que vous ayez regardé l'émission de dessous des cartes sur l'Afghanistan. C'est en effet, là vous avez une très bonne petite leçon de géopolitique. Si vous avez visionné cette vidéo, vous voyez que tout de suite le décor qui est planté est important. En effet, l'Afghanistan vous est présenté comme un État qui est un véritable carrefour. Un carrefour énormément montagneux, avec des zones très difficiles d'accès. Donc je vous explique qu'il y a des concentrations de population le long des principaux cours d'eau, que l'on a quelques grandes villes, et que ce pays est par ailleurs une vraie mosaïque ethnique. On vous parle de Pashtun par exemple, etc., etc. Et en fait, la population de l'Afghanistan, si vous regardez de plus près, eh bien, est une population qui, pour partie, peut se rattacher à des populations iraniennes, pour d'autres parties, à des populations qui sont au Pakistan. Ce qui fait que ce pays, depuis des siècles, ça remonte à très très loin, hein. Si vous cherchez Alexandre le Grand, est venu faire un tour en Afghanistan déjà. Ce pays est constamment un pays qui est vassalisé, qui tente d'être dominé par ses voisins, hein, qui voient pour l'un une zone de base arrière, c'est le Pakistan, qui craint un conflit avec l'Inde. C'est la Russie, ou URSS, ou Fédération de Russie. Les noms changent avec le temps, mais les ambitions souvent restent les mêmes. L'Afghanistan, c'est un passage pour aller plus au sud et tenter de rejoindre les mers chaudes. Parce que la Russie, en termes de débouchés, c'est avant tout de l'océan Arctique glacial et des débouchés bloqués du côté de l'extrême-orient. Par ailleurs, dans cette vidéo, vous retrouvez finalement les mots et la philosophie de la géopolitique. C'est l'idée que l'on a des forces qui sont projetées, on a besoin d'une présence sur place, qu'elle soit russe, qu'elle soit pakistanaise, qu'elle soit anglaise, américaine ou iranienne. Il y a une volonté d'assurer le pouvoir, tout au moins ses pions auprès d'un pouvoir. La maîtrise du territoire est important, la frontière également est une notion importante, même si là elle est très floue dans un pays comme l'Afghanistan. Les termes de groupe, d'ethnie, de religion font partie du voyage. Et donc, si on veut aborder l'histoire de l'Afghanistan, ses problématiques et peut-être une paix plus ou moins improbable, eh bien il faut s'intéresser à la fois à son territoire, sa géographie, sa proximité avec d'autres pays, son histoire qui va être très importante, qui explique la manière dont fonctionne également la société clanique afghane. Bref, là vous avez les mots de base. Les mots de base qu'on va retrouver d'ailleurs dans beaucoup d'autres régions où il y a des enjeux géopolitiques. Donc, notion d'identification des acteurs, notion d'histoire avec des termes à la fois courts, moyens et longs. Alors je parlais des acteurs, je laisse maintenant de côté cette vidéo. Je vous invite quand même à la revoir plusieurs fois parce que il y a beaucoup d'éléments dans ces 11 minutes qui sont concentrés et on le reverra et on reviendra sans doute régulièrement au fil des chapitres là-dessus. Quels sont les acteurs qu'on rencontre sur l'échiquier géopolitique? Déjà, le terme échiquier est un terme qui est un terme des géopoliticiens anglo-saxons, mais qui est extrêmement parlant. L'idée étant que la géographie, le territoire, c'est comme le jeu d'échecs. Vous avez des cases et qu'il va falloir placer ses pions. Ou prendre les pions de l'adversaire, ou éviter de se faire prendre ses propres pions. Et les acteurs qui jouent sur cet échiquier sont plutôt de plus en plus nombreux et de plus en plus diversifiés. Ce que l'on rencontre très classiquement dans les théories géopolitiques, c'est les États. Les États, c'est des créations très récentes. Les États, c'est une apparition à partir du XVIe, début du XVIIe siècle. C'est là où on va avoir l'idée de souveraineté, l'idée d'un territoire délimité par des frontières précises. Mais si vous êtes en Europe avant le XVIIe siècle,
eh bien on est sur quelque chose qui est nettement plus flou, on est sur des termes de vassalité, souvent multiples, et l'idée qu'il y a de grands pouvoirs qui sont au-dessus des États et des chefs d'État. C'est par exemple l'Empire germanique, mais c'est aussi par exemple la papauté ou des califats, si on va plus du côté de l'Orient. Bref, l'idée d'État telle qu'on la connaît est née en Europe. Et c'est quelque chose également qui n'est pas forcément aujourd'hui complètement reconnu à travers le monde. C'est plutôt quelque chose qui a été plaqué à partir de la fin 18e et courant 19e siècle sur par exemple l'Afrique, sur l'Asie ou l'Amérique du Sud, qui naturellement n'avaient pas forcément ce type de structure politique. Donc création récente. Et puis au fil du temps, on a d'autres organisations qui apparaissent et chacun va peu à peu avoir ses propres buts. Les États ont leur but, il y a des liens entre eux, il y a des rapports de domination, soumission, dépendance. Et on voit apparaître, courant 19e siècle, des organisations qu'on appelle les organisations internationales, qui maintenant sont bien connues, c'est toutes celles qui gravitent autour des Nations Unies, pour faire très simple. Mais c'est pas aussi évident. Au XIXe siècle, on a plutôt des structures qui sont des structures très très proches d'idées de syndicats ou très très proches de ce qu'on pourrait appeler des associations professionnelles. Par exemple, l'OMS, eh bien, c'est avant tout une organisation du XIXe siècle qui est organisée autour de la profession des médecins. On va trouver une première association en Allemagne, une autre en France, et qui vont longtemps être rivales. Il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale, avec la défaite de l'Allemagne, pour que ce soit plutôt l'association française qui tire son épingle du jeu, qu'il s'installe à Genève, et ça crée. Ça s'appellera bientôt l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est la même chose pour l'Organisation mondiale du travail. On va avoir tout d'abord des associations qui se créent, une forte influence allemande dans un premier temps, une installation de cette association à la fin de la Première Guerre mondiale, également à Genève, et ça sera l'Organisation mondiale du travail. L'UNESCO va suivre le même chemin. Et ce qui fait qu'initialement, on est face à des structures qui déjà sont influencées par les États. Je pousserai d'ailleurs le bouchon un peu plus loin en disant que dans les organisations internationales qu'on connaît aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'il emporte en termes d'ambition géopolitique? On a des organisations internationales où il y a des représentants des différents États, membres des Nations Unies. Par ailleurs, ces organisations internationales sont censées avoir une vision globale des choses, donc ne sont censées ne pas dépendre de la politique ou de l'influence des États. Oui, mais le personnel de ces organisations internationales, eh bien, sont des personnes issues d'États français, russes, américains, chinois, etc. Donc on ne peut pas penser qu'ils sont complètement déconnectés des ambitions de leur État d'origine. Mais ces mêmes personnes ont leur propre stratégie, notamment en termes de carrière. Donc quand on pense organisation internationale, dans un premier temps, on pense à quelque chose de rationnel, de cohérent, qui a priori voudrait le bien global de l'ensemble de ses membres. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que l'organisation peut avoir sa propre politique, les dirigeants de celle-ci avoir leurs propres ambitions de carrière personnelle, mais ce sont aussi des gens qui disposent d'une nationalité, donc sont-ils vraiment indépendants de leur nation? Et puis les États sont très souvent aussi financeurs. Pendant très longtemps, par exemple, les États-Unis étaient le premier financeur de l'OMS, des Nations Unies, d'autres organisations. Peut-on vraiment être indépendant des volontés de son premier financeur? Trois petits points. On a aussi des acteurs qui peu à peu sont apparus, c'est ce qu'on appelle les organisations supranationales, par exemple l'Union européenne. Mais vous avez des organisations en Amérique latine, en Asie, par exemple l'ASEAN, etc., qui regroupent des États dans des organismes plus ou moins structurés, qui disposent de plus ou moins de prérogatives. L'Union européenne est sans doute celui qui, à ce niveau-là, est le plus abouti. Eh bien,
l'Union européenne n'a pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes intérêts que chacun de ses États membres. Là aussi, vous avez de savants jeux de concurrence, d'ambition qui se font jour. Plus récemment, dans le jeu, on a aussi les entreprises multinationales. Une entreprise multinationale américaine, anglaise, française, belge, chinoise, etc., eh bien, va jouer à la fois sur les acteurs précédents que l'on a cités pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir se développer, mais également joue un jeu qui lui est purement personnel. Total est une compagnie pétrolière française, mais qui est installée dans plus de 90 États, va espérer obtenir le soutien de l'État français, de l'Union européenne, pour pouvoir défendre ses intérêts, mais quelquefois se trouve aussi avec des intérêts plus conflictuels, ne serait-ce qu'avec l'État français. Total ne fait pas exactement ce que veut l'État français, mais joue sa propre stratégie, parce que Total est confronté aussi à de grandes majors pétrolières d'autres aux quatre coins de la planète. Et ça va être le cas de beaucoup de grandes entreprises que l'on peut rencontrer qui peut-être pour certaines vont pouvoir faire ou défaire les gouvernements. Pensez à certaines multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur au budget de certains pays africains, de certains pays d'Amérique du Sud par exemple. Leur force de frappe, leur capacité à déstabiliser, à jouer dans un jeu sur un territoire donné, eh bien, est particulièrement forte. On va avoir aussi d'autres acteurs, encore beaucoup plus récents, c'est les ONG, les organisations non gouvernementales, qui peu à peu eh bien, vont imposer une certaine vision du monde, une certaine gouvernance. Je prendrai par exemple l'exemple des grands organismes médicaux comme Médecins sans frontières, Médecins du monde. Médecins sans frontières, c'est une création des années 70, après une grande famine au Biafra. On voit pour la première fois dans les magazines, dans les journaux télévisés, des enfants en bas âge, squelettiques, mourir de faim. Les opinions s'émeuvent, des médecins, dont Bernard Kouchner, décident eh bien, de passer à l'action, sans demander l'avis de leurs États respectifs ou d'organisations internationales, créer une structure et vont de leur propre initiative amener médicaments, amener des soignants, amener de la nourriture à des populations contre l'avis même des autorités locales. Bref, quelque part, force les États à les suivre, à les protéger. Ce sont de nouveaux arrivants, on est au début des années 70 et ça ne va que se développer par la suite. Ces ONG, eh bien, elles aussi, quelquefois peuvent être utilisées et être sous influence. On a certaines ONG, par exemple américaines, qui distribuent de la nourriture en Afrique, eh bien, qui n'est pas complètement innocente. On va favoriser certaines ethnies, certains groupuscules, au détriment d'autres. Nourrir les populations, c'est faire aussi ce qu'on appelle du soft power. Mais aussi on joue à l'économie. En distribuant du blé, en distribuant du pain, eh bien on propose d'autres types d'alimentation. Et par exemple, lorsque les ONG américaines distribuent du blé, on habitue les populations à utiliser ce blé sur des territoires, par exemple, qui en Afrique ne sont pas vraiment adaptés à la culture, et les États-Unis sont des grands exploitateurs de blé. 3 petits points. Et puis, encore beaucoup plus récemment, on voit l'arrivée d'organisations qui sont des organisations par exemple terroristes. Je pense à Al-Qaïda, je pense à Daesh, je pense à pas mal d'autres, il n'y a pas qu'elles, qui vont bousculer aussi le jeu des acteurs précédents. Et on voit ainsi de plus en plus d'acteurs qui ont des cartes en main. On voit aussi des structures mafieuses qui peuvent déstabiliser des États, qui peuvent s'allier à des organisations terroristes, créer de véritables zones de non-droit où elles peuvent s'activer sans trop de problèmes. Je pense par exemple à la zone sahélienne en Afrique, mais on y reviendra. Et puis encore beaucoup plus récemment, mais qui va influencer beaucoup les stratégies des acteurs précédents, eh bien les individus, vous et moi, devenons de plus en plus prégnants dans ce jeu-là.
parce que la médiatisation est extrêmement présente, mais également notre capacité à donner notre avis par le biais, par exemple, de réseaux sociaux, font que les États, les ONG, les entreprises multinationales, etc., peuvent plus jouer aussi secrètement, aussi, aussi facilement sur leur tapis de velours que par le passé. Les choses se savent, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des relais, il y a des pétitions en ligne, il y a des gens qui s'expriment, et qui s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà globalement un peu maintenant des premiers éléments sur cette géopolitique, sur leurs acteurs, sur ce qui peut se passer. C'est de la géographie, vous l'avez compris, un territoire qui va sans doute fortement marquer les sociétés. C'est de l'histoire. N'oublions pas que globalement, les sociétés ont à la fois gardé le souvenir de leur passé, mais que les acteurs que l'on vient de citer, eux-mêmes, sont amenés régulièrement pour mener à bien leurs propres intérêts, sont amenés à ressusciter le passé, à se le réapproprier, à le réécrire à leur sauce. Confère certains événements récents, par exemple la, la Russie et l'Ukraine. Mais là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir régulièrement. Voilà, je vous remercie de votre attention.